Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Hugues Ambodo. Bienvenue sur Afrique Internationale, bien sûr dans le cadre de ce grand débat international. Les États-Unis menacent, l'Iran ne cède pas et rien ne se passe. Dans un système international où la parole militaire américaine a souvent précédé l'action, cette absence de frappe intrigue. Retenue stratégique, calcul de risque ou transformation plus profonde du rapport de force mondiale. Ce soir, nous analysons ce que cette séquence révèle réellement à des équilibres entre Washington et Téhéran. En effet, il y a quelques semaines, l'Iran a traversé une phase de tension interne marquée par des manifestations et une répression largement commentée sur la scène internationale. Dans ce contexte, Donald Trump a évoqué publiquement la possibilité de frappe militaire contre Téhéran si les violences se poursuivaient. Pourtant, aucun mouvement militaire majeur n'a été observé, ni mobilisation navale exceptionnelle, ni repositionnement stratégique visible, ni escalade immédiate. Cette situation soulève bien sûr une interrogation cruciale. La menace militaire américaine constitue-t-elle encore un prélude, j'allais dire, crédible à l'action, ou devient-elle un instrument de pression stratégique? Car l'histoire récente rappelle que Washington n'a pas hésité à employer la force contre des cibles iraniennes, notamment l'élimination du général Qassim Soleimani en 2020, tout en évitant soigneusement l'affrontement direct avec l'État iranien lui-même. Nous allons donc débattre ce soir, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette réflexion sur le débat, le grand débat international, sur les enjeux autour de ces tensions entre l'Iran et Washington, et se demander pourquoi finalement les États-Unis n'ont pas frappé. Vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien évidemment le grand débat international. Et pour parler, mesdames, messieurs, de toutes ces questions évoquées en introduction, nous recevons sur ce plateau des experts de haut vol. Nous recevons Rafa Aboud. Rafa Aboud, vous êtes analyste politique, spécialiste du monde arabe, et nous vous recevons depuis Montréal au Canada. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup à vous pour votre invitation et bonsoir pour tous les téléspectateurs et vos invités. À vos côtés, Rafa Aboud, nous recevons également le professeur Bruno Dreski, professeur des universités, politologue, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Professeur, vous êtes avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà, alors avec vous, cher monsieur, bien sûr, avec votre permission, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons entrer directement dans cette réflexion qui devrait nous permettre de comprendre pourquoi Washington n'a pas frappé malgré la position de l'Iran qui ne cède pas face aux menaces d'un Donald Trump devenu aujourd'hui très imprévisible. Je vais commencer avec vous, professeur Dreski. La menace militaire de Washington aujourd'hui, est-ce un outil simplement stratégique ou alors une intention réelle au vu voilà, du contexte actuel? C'est un vrai débat de savoir quelle est la force réelle des États-Unis et ce dont veulent se servir. Alors bon, si on regarde la situation militaire objectivement, je dirais pas que l'armée américaine est une armée de papier, ce serait exagéré, mais l'armée américaine n'est certainement pas en bon état, puisque, par exemple, nous avons parlé des porte-avions au large de l'Iran, mais il faut savoir que sur les 11 porte-avions que l'armée américaine a, il y en a 5 qui sont en réparation pour 4 ou 5 ans. Ce qui limite largement les efforts des États-Unis, sachant évidemment qu'ils ne peuvent pas placer tous leurs porte-avions au large de l'Iran, qu'ils ont évidemment des tâches ailleurs dans le monde. De même, on sait que lorsqu'il y a eu la guerre des 12 jours, en juin, une grande partie des munitions, des réserves de munitions de l'armée américaine ont été utilisées contre l'Iran par Israël, mais ça venait des munitions, des stocks américains. Certains experts montent jusqu'à 50% des stocks qui auraient été vidés à cette occasion-là, ce qui montre quand même que les capacités de production des États-Unis sont beaucoup plus faibles qu'on pouvait l'imaginer. Donc, les États-Unis peuvent faire mal, peuvent faire des frappes symboliques, peuvent faire des frappes douloureuses, mais de courte durée. Ils ne peuvent pas s'engager dans une guerre de longue durée. Et je pense que c'est ça qui est important. Et donc, ils ont dû mesurer le pour et le contre. Et je pense qu'à Washington, on était en train de décider, est-ce qu'on va faire des frappes symboliques, même douloureuses, mais finalement symboliques, car de courte durée, ou est-ce qu'on va négocier un repli?
Voilà. D'accord. Rafa Aboud, je me retourne immédiatement vers vous. Les États-Unis, je l'ai dit en introduction, ont déjà démontré leur capacité à frapper les intérêts iraniens, comme en 2020 avec la mort de Qassim Soleimani à Bagdad. Pourtant, aujourd'hui, malgré des déclarations musclées de la part de Donald Trump, aucun signe clair de préparation opérationnelle n'est visible. Peut-on considérer aujourd'hui ces menaces comme un instrument classique de dissuasion destiné simplement voilà, à influencer Téhéran sans volonté immédiate de passer à l'acte? D'abord, il faut voir à qui on a affaire actuellement. Quand on dit que les États-Unis menacent l'Iran, les États-Unis ne menacent pas l'Iran. Les États-Unis menacent le monde. C'est-à-dire, si on voit les conflits que Trump a engendrés depuis sa prise de pouvoir aux États-Unis, comme le Venezuela, l'Amérique du Sud, le Mexique, la Colombie, avec le problème du Groenland qui rentre en conflit avec l'OTAN, en Ukraine, la Russie, Taïwan avec la Chine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va en guerre partout, mais en fin de compte, qui n'arrive pas à ses objectifs. Ce qu'il faudrait voir dans cette affaire, c'est que l'objectif de la frappe contre l'Iran, c'est quoi? Ceux qui sont sous pression, c'est maintenant Donald Trump, qui a beaucoup de problèmes avec beaucoup de nations dans le monde. Donc, c'est lui qui est sous pression, parce qu'il s'est mis lui-même la barre haute et manipulé par Israël, c'est-à-dire l'enjeu de cette menace contre l'Iran, c'est de faire tomber le système politique en Iran. Et ça, est-ce qu'il va pouvoir le faire dans un pays de 80 millions d'habitants, un pays qui a une armée, et dans le centre de pouvoir en Iran qui est divisé entre plusieurs forces, entre plusieurs centres de pouvoir qui sont les gardiens de la révolution, l'armée iranienne, le monde politique iranien, ainsi que le guide suprême. Donc, pour faire vaciller un pouvoir de telle ampleur, avec une force de frappe qu'ils ont démontré, les Iraniens, pendant la guerre des 12 jours, qu'ils pouvaient atteindre n'importe où dans le Moyen-Orient. Et c'est Israël et les États-Unis qui ont demandé le cessez-le-feu. Donc, il a aussi bombardé la base militaire au Qatar. Donc, lui, il donne ses cartes, il montre ses cartes en disant que moi, si jamais vous m'attaquez, n'importe quel pays qui vous aide, je vais le bombarder aussi. Même s'il y a une frappe limitée des États-Unis contre l'Iran, il y aura une riposte iranienne. Mais c'est après cette riposte que va-t-il se passer? Quelle sera la riposte iranienne? C'est ça la question. Maintenant, ceux qui sont sous pression, c'est les États-Unis. On voit pas un branle-bas de combat des pays de l'OTAN comme ils ont fait en Libye, en Syrie, en Yougoslavie, par exemple, où tout le monde a participé, comme en Irak. Là, il n'y a pas un branle-bas de combat des pays de l'OTAN dans cette guerre. Ils sont pas derrière Trump, peut-être sous la table, mais ils le déclarent pas parce qu'ils ont un problème avec Trump aujourd'hui, qui les a mis dans un conflit avec la Russie et il s'est retiré après le changement de pouvoir aux États-Unis. Donc tout ça, il faut tenir en compte. Et il n'a pas de proxy. Tous les mouvements de rébellion en Iran, et Dieu sait qu'il y a beaucoup qui existent, comme les Moudjahidines de Khalq, comme les libérations de l'Ahwaz, arabes, comme les Moudjahidines, les Junud d'Allah, qui ont été maîtrisés aussi, c'était au Balouchistan. Donc vous avez les Kurdes aussi. Donc tous ces mouvements-là ont été neutralisés par l'Iran. On l'a vu dernièrement avec les gens qui travaillaient avec le Mossad, qui ont entré des armes, qui ont aidé à tuer à assassiner des scientifiques. Donc c'est une guerre. L'Iran est en train de mener une guerre depuis 79. Donc ils sont rodés à ce genre de guerre. Maintenant, les États-Unis reculent, comme on l'a vu pendant le premier mandat de Trump, qui a menacé la Corée du Nord, qui a même envoyé ses porte-avions dans les eaux près de la Corée du Nord, et après il est allé rencontrer Kim Jong-un. Donc, maintenant, c'est lui qui est dans un grand problème et c'est lui qui est sous pression, parce qu'il a beaucoup de problèmes avec d'autres nations, des puissances comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil et les États du BRICS, par exemple. Donc ça, il est vraiment sous pression, c'est lui qui est sous pression. Est-ce qu'il va pouvoir bombarder l'Iran? Il peut le faire. Mais quelle sera la riposte de l'Iran? Et c'est après ça qu'on pourra voir où est-ce que ça va aller. Les proxys qu'il pourra utiliser, lui, maintenant, Donald Trump, c'est d'attaquer l'Iran à partir de bases
dans le pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït et les Émirats Arabes Unis, utiliser ces bases exprès pour déclencher une guerre entre les pays du Golfe et l'Iran. Et là, on va virer vers une guerre religieuse entre chiites et sunnites qui est un problème très, très sérieux entre les nations sunnites et l'Iran qui est une nation chiite. Il faut jamais perdre de vue ce concept. C'est très important. Donc, moi, je pense que la frappe, si frappe il y aura une frappe limitée, mais la riposte sera dure de l'Iran. Possiblement frappe limitée, riposte dure de l'Iran. Je reste avec vous, Rafa Aboud. Euh, L'absence de déploiement finalement après des menaces aussi musclées de la part de Washington ne réduit-elle pas finalement la portée stratégique du discours des États-Unis? Le discours des États-Unis est un discours impérial. Et je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il utilise ce discours, il utilise avec tout, ses alliés, comme l'Europe par exemple. Donc c'est un discours qui est un va-t-en-guerre, mais est-ce qu'il va jusqu'au fond de ses pensées? Parce que n'oubliez pas qu'il y a derrière l'affaire de la Palestine, qu'il y a derrière, nous sommes en face d'un État criminel à travers les siècles. Les États-Unis ont toujours provoqué des guerres. Ils ont été responsables de la mort de 20 millions d'êtres humains depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut savoir à qui on a affaire. Mais aujourd'hui, sa force, il l'a dispersée dans dans tous les axes géopolitiques du monde, que ce soit en Europe, en Ukraine, en Asie centrale, au Moyen-Orient. Regardez par exemple, il a jamais gagné ses guerres, il a jamais atteint ses objectifs. Par exemple, contre les talibans en Afghanistan, une guerre de 20 ans, mais à la fin de compte, c'est les talibans qui ont pris le pouvoir. En Syrie, par exemple, une guerre contre Al-Qaïda, après on place un président issu d'Al-Qaïda qui est Al-Julani, on le place à la tête de la Syrie. Donc, il se dit, moi je combats Al-Qaïda, je combats le terrorisme islamiste, mais en fin de compte, c'est ces gens-là qui prennent le pouvoir, comme en Afghanistan, les talibans, ou en Syrie. Donc c'est ça, entre le discours et l'action, il y a une grosse différence. Il n'a plus de proxy, parce que toutes les guerres qu'il fait, c'est par proxy intermédiaire, comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait en Afghanistan contre les Russes. Donc c'est ça qu'il n'a pas. En Iran, tout a été cloisonné à l'intérieur. Donc il n'a pas de proxy. Pour aller vers une guerre carrément ouverte contre l'Iran, qui va durer, qui va chambouler toute l'Asie centrale, ainsi que le Moyen-Orient, et n'oublions pas les accords entre l'Iran et la Russie et la Chine, qui ont des intérêts en Iran. C'est-à-dire c'est la clé de voûte de la paix et de la stabilité. N'oublions pas que l'Iran a des frontières avec la Turquie, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, le Golfe d'Oman, le Golfe Persique, l'Irak. Donc il y a plusieurs pays qui sont concernés. Et plus les pays du Golfe qui ont peur d'une guerre. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis la barre haute lui-même. Et je pense pas qu'il va aller vers une guerre. Il va essayer de trouver un échappatoire. C'est certain. D'accord. Je me retourne à présent vers le professeur Draski. Professeur, selon Rafa Aboud, en tout cas, aujourd'hui, Donald Trump n'a plus de proxy, n'a plus de levier d'action. En tout cas, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est par procuration, en passant par acteurs interposés. Finalement, des menaces sans démonstration, des discours sans démonstration, est-ce que cela peut encore conserver une certaine crédibilité? Est-ce que finalement, avec toutes ces menaces, tous ces discours à l'endroit de l'Iran et ce manque d'action, Donald Trump n'est pas en train aujourd'hui d'effriter la crédibilité même de la puissance des États-Unis? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis sous Trump ont ouvert beaucoup de fronts, si je peux dire, un peu partout dans le monde. Alors sans doute que leur idée, c'est de voir là où il y aura une faiblesse et où ils pourront avancer pour faire oublier le reste. Donc ça, c'est un point essentiel. Par ailleurs, effectivement, comme ça a été dit, les guerres qu'ils mènent, c'est par le biais des proxys, mais le problème
pour les États-Unis aujourd'hui, c'est que beaucoup de proxys ont vu que l'appui américain ou la protection des États-Unis était loin d'être aussi certaine qu'elle était affirmée jusque-là. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le comportement de l'Arabie Saoudite, qui était quand même le pays des fidèles parmi les fidèles dans le camp américain, qui s'est aujourd'hui rapproché de la Chine, de l'Iran, très dernièrement de l'Algérie, donc des pays qui a priori étaient très éloignés des positions saoudiennes à l'origine, et l'Arabie Saoudite s'est finalement assez nettement rapprochée d'eux pour par ailleurs s'engager dans un conflit avec les Émirats arabes unis qu'on a vu ressurgir au Yémen. Si je peux dire, la seule chose qui finalement unifie tous ces pays, c'est qu'ils ont tous manifesté leur refus d'un engagement américain contre l'Iran, puisque tous les pays du Golfe, et l'Irak aussi, et la Turquie aussi, ont déclaré qu'ils ne permettraient pas que leur espace aérien soit utilisé contre l'Iran. Donc on voit bien que les États-Unis sont en perte de crédibilité dans la région et sans doute ailleurs dans le monde. Et du coup, je ne les vois pas faire autre chose qu'éventuellement, de leur point de vue, une frappe symbolique qui nécessitera évidemment une réponse iranienne, après quoi, évidemment, l'objectif serait d'arriver à un compromis, parce que ce qu'on connaît avec des Américains, c'est toujours l'idée, enfin, et surtout de Trump, c'est toujours l'idée de faire semblant qu'on a gagné. Rappelez-vous, quand il y a eu le conflit entre les Américains et le Yémen, enfin le Yémen des Houthis, il y a quelques mois, finalement, la marine américaine a quitté la mer Rouge en déclarant qu'elle avait vaincu, alors qu'on sait qu'elle a quitté la mer Rouge par crainte d'avoir de nouvelles pertes, puisqu'elle avait commencé à en avoir. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui me semble important, c'est que l'Iran est quand même une société qui s'est révélée solide, parce que certes, il y a eu toutes les manifestations dont on nous a parlé, mais il y a aussi eu les manifestations contre les manifestations et les manifestations d'appui au régime. Et je rappellerai toujours quelque chose qu'on oublie, c'est que les fameux gardiens de la Révolution, c'est 11 millions de membres. 11 millions de membres qui ne sont pas que des gardiens de la Révolution, mais qui travaillent dans des coopératives liées au mouvement des gardiens de la Révolution. Ils n'ont donc pas intérêt à perdre leur gagne-pain, en plus évidemment du fait qu'ils peuvent aider à l'occasion les forces du gouvernement. Donc l'Iran est beaucoup plus solide qu'on ne le pensait ou qu'on ne l'imaginait, et d'ailleurs l'opération de déstabilisation qui vient d'avoir lieu l'a démontré. Professeur Reski, l'Iran est beaucoup plus solide qu'on ne le pensait ou qu'on ne l'imaginait, mais peut-être aussi, enfin, l'Iran aujourd'hui se dresse devant les États-Unis comme un acteur finalement incontournable du jeu géostratégique dans la région qui la concerne, notamment avec l'ensemble des pays du Golfe, avec les influences en Irak, en Syrie et au Liban, professeur Dreski. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs à cause de cela, de ce rôle que joue l'Iran, qu'il reçoit l'appui d'un certain nombre de pays de la région, mais pas que. Hein, il faut rappeler quand même qu'au cours des semaines qui viennent de précéder, on a eu des vols d'avions cargo chinois, les uns après les autres, à l'aéroport de Téhéran, venant livrer des armes. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour la Chine, et dans une moindre mesure sans doute de la Russie, le désir de ces puissances d'empêcher que l'Iran ne tombe. Et avec une telle garantie, évidemment, je pense que l'Iran est plutôt en bonne position pour résister. Alors bon, comme on sait, les Iraniens sont d'excellents diplomates. Sans doute qu'ils vont essayer de sauver la face des États-Unis en échange de concessions sur un point ou sur un autre. Évidemment, le grand point que l'Iran veut obtenir, c'est la fin des sanctions et le droit d'avoir des missiles balistiques. Alors, ils vont peut-être être plus modérés sur le terrain du nucléaire en échange de ces deux autres points. Rafa Aboud, je me retourne à présent vers vous, probablement avec sur la même question. Vous qui êtes spécialiste justement du monde arabe, je l'ai dit en m'adressant tout à l'heure au professeur Dreski, l'Iran dispose voilà, d'une capacité de nuisance régionale
qu'il ne faut surtout pas négliger, je le disais, influence en Irak, en Syrie, au Liban, et même des capacités de perturbation dans le détroit d'Ormuz, qui est un passage, on va le dire, vital pour le pétrole mondial. Est-ce que vous pensez que l'absence de frappe des États-Unis traduit aussi une certaine reconnaissance par Washington du coup potentiellement incontrôlable d'une escalade militaire avec Téhéran? Bien sûr, ça compte beaucoup parce que les répercussions d'une guerre au Moyen-Orient contre l'Iran en Asie centrale, qui va bloquer le détroit d'Ormuz ainsi que le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire tout le monde va être touché. Il y aura des dommages collatéraux jusqu'en Afrique. Ça va retomber sur les économies africaines aussi. Pour le pétrole, le kérosène, ça va avoir un gros problème. Donc, ils font très attention. Ce n'est pas Trump, c'est les gens qui le conseillent qu'il ne faut pas. C'est les pays arabes autour, c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est la Chine, malgré qu'ils sont belligérants entre eux, mais ils le conseillent de ne pas s'approcher et de ne pas provoquer une guerre. Mais le problème maintenant que nous avons, c'est Israël, c'est Benjamin Netanyahou. C'est Israël qui veut la destruction de l'Iran. C'est eux qui veulent la destruction de l'Iran. Ce n'est pas les États-Unis en tant que tels. Parce que c'est leurs alliés. N'oublions pas que l'Union chrétienne pour Israël, qui sont 70 millions les évangéliques, 70 millions aux États-Unis, font pression plus que le lobby de l'AIPAC aux États-Unis contre Trump. Mais c'est normal que si jamais il y a une guerre, c'est pour ça que je vous ai dit le seul moyen pour Trump et pour Israël, c'est de déclencher une guerre religieuse entre les pays sunnites du Golfe et l'Iran. C'est ça, c'est-à-dire le seul proxy, c'est de provoquer une guerre à partir des territoires des pays du Golfe. Sans ça, ils ne pourront jamais attaquer l'Iran et détruire le régime en Iran. Ça serait très très difficile et ils vont partir dans une très très longue guerre et voir une troisième guerre mondiale qui finira par une guerre nucléaire. Parce que tout est attaché. N'oublions pas que les États-Unis aussi économiquement vont très très mal. À l'intérieur des États-Unis, il y a beaucoup de problèmes, il y a une grande revendication populaire. Trump perd beaucoup de points avec son peuple aux États-Unis. C'est-à-dire, si on voit ce que fait l'immigration comme lui, il dit, moi, je vais sauver le peuple iranien de la répression, mais on voit maintenant le monde entier, on voit comment la plus grande démocratie au monde assassine ses citoyens aux États-Unis. Si vous voyez la finale du Super Bowl, par exemple, il y a eu des manifestations dans le stade, des chants, des concerts. Tout a été basé sur ça, sur l'expulsion des Sud-Américains. Et toutes les chansons ont été faites en espagnol, juste une chanson en anglais. Donc, il est donc vraiment coincé, Trump. Mais Israël s'en fout de tout ça. Israël, il veut la destruction de l'Iran. Et c'est eux qui le tiennent. Si on voit aussi l'affaire Epstein actuellement au grand jour, ça aussi, ça a une répercussion. Maintenant, pour le détroit d'Ormuz et le Bab el-Mandeb, c'est sûr que ça va se répercuter sur l'économie mondiale. Donc, il s'est avancé, mais il va reculer. Je pense pas qu'il va avoir une frappe. Je pense, moi, qu'il va reculer. Il va reculer, il va trouver un échappatoire, comme a dit le professeur Dresky. Les Iraniens sont diplomates, ils vont essayer de trouver une sortie pour lui, et puis voilà. Et ce sera que partie remise. Attention, ce n'est pas la dernière fois qu'ils vont essayer d'attaquer l'Iran, parce que c'est depuis 79. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 79. C'est 45 ans d'embargo. Attention. Et la force de l'Iran a démontré qu'en 45 ans de sanctions, il a réussi à faire fabriquer ses armes, à financer des mouvements de libération comme au Liban, comme au Yémen, comme en Irak, comme en Syrie, partout. Il a financé tous ces groupes-là. Il a réussi à traverser 45 ans de sanctions. Attention, c'est ça la force de l'Iran. C'est 80 millions d'habitants. Ce n'est pas n'importe quelle nation. Et ils le savent. Donc, moi je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente, mais que ça va rester une guerre froide tout le temps. Le grand perdant de tout ça, ça sera Israël, parce que c'est eux qui sont derrière tout ça. Voilà. Rafa Aboud, vous faites bien d'évoquer justement Benjamin Netanyahou qui, justement, il faut le dire, s'est rendu à Washington aujourd'hui pour rencontrer Donald Trump. Et dans ses déclarations,
il a dit accorder une priorité à l'Iran, notamment Netanyahu a déclaré que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont le sujet premier et principal de sa visite. Et il a déclaré qu'il cherche à convaincre Trump d'adopter une ligne de pression maximale et de durcir voilà, les conditions d'un potentiel accord nucléaire. Ce fameux accord nucléaire qui, on se souvient, en début de semaine, l'Iran avait affirmé ne pas abandonner l'enrichissement de son uranium et demander à ce que, voilà, que toutes les sanctions soient abandonnées en échange de ce qu'ils allaient diluer leur stock d'uranium. Est-ce que vous pensez, Rafa Aboud, que Israël, que Benjamin Netanyahou peut obtenir un durcissement voilà, des conditions de ce potentiel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran? Regardez, tant que l'Iran n'a pas la bombe nucléaire, il le dit, nous, on n'a pas la bombe nucléaire. Son droit le plus absolu est d'avoir le nucléaire civil. Alors, l'État qui est en train, quoi, l'État, l'entité qui est en train de combattre l'Iran pour le nucléaire, c'est l'entité qui a 1000 têtes nucléaires au milieu sur la tête de nos enfants dans les pays arabes et africains et le monde entier, et puis qui ne signent pas d'accord antinucléaire, qui ne veulent pas reconnaître, et c'est eux qui massacrent le peuple palestinien, c'est eux qui ne reconnaissent pas le droit international, et qui disent que nous, il faut que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium. Ça, c'est une injustice. C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais, parce que l'Iran ne reviendra jamais en arrière. L'Iran, ils disent, nous, c'est notre droit le plus absolu. Et certainement, ils ont raison. C'est leur droit le plus absolu. Ça, c'est un leurre de dire le nucléaire. Ils savent très bien. Parce que s'ils ont peur de l'Iran, parce que l'Iran, il les a vaincus pendant la guerre des 12 jours. Ils se sont mis à genoux, ils ont demandé le cessez-le-feu. Ils sont pas arrivés à neutraliser le Hamas dans une enclave de 360 km². Ils n'ont pas pu neutraliser le Hezbollah malgré l'assassinat du chef spirituel, le chef du Hezbollah, Nasrallah, ainsi que le commandement du Hezbollah. Ils sont pas arrivés à le désarmer au Liban. Ils sont pas arrivés à arrêter les Houthis qui bloquent le Bab el-Mandeb. C'est-à-dire que ils sont perdants sur toute la ligne. Je ne vois pas comment ils vont obliger l'Iran à laisser tomber l'enrichissement de l'uranium ou leurs armes balistiques. Parce que les négociations qui se passent aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, ce n'est pas des négociations seulement entre les États-Unis et l'Iran, c'est de toute la région, de toutes les puissances de la région qui sont embrigadées dans ces négociations. Parce que tout le monde a un intérêt qu'il n'y ait pas une guerre au Moyen-Orient ou en Asie centrale. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou a perdu cette carte. Il n'arrive pas à drainer les États-Unis vers une guerre à long terme contre l'Iran, parce que ça va contre l'intérêt du monde entier, de la sécurité de la planète. Et c'est pour ça que maintenant, c'est Israël qui sont isolés, c'est Benjamin Netanyahou qui est isolé, et c'est Trump qui est isolé. Ce n'est pas l'Iran. Parce que l'Iran, tous les pays autour de l'Iran, ils disent non, on ne veut pas d'une guerre ici. Il n'y a que Israël et Donald Trump. Donc c'est eux qui sont isolés. Malgré qu'ils ont mis par terre les Nations Unies et la communauté internationale, mais la communauté internationale, sans l'ONU, est quand même capable de stopper une guerre. Et c'est ça qui est très important à voir. Professeur Dresky, Benjamin Netanyahou qui envisage voilà, de convaincre Donald Trump d'accentuer la pression, de mettre une certaine pression sur l'Iran, d'adopter une ligne de pression maximale et encore de durcir les conditions d'un potentiel accord nucléaire. N'est-ce pas une mission impossible pour le Premier ministre israélien? Oui, justement, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Netanyahou s'est lancé dans une fuite en avant en octobre 2023 et il se retrouve dans une situation d'impasse finalement parce que, comme il a été dit par le professeur, la guerre des 12 jours a été perdue.
par le gouvernement de Tel Aviv. Le stock de munitions à Tel Aviv était vide. Il a fallu qu'ils demandent aux États-Unis de leur envoyer des munitions à la fin du conflit. Et donc, ils ont donc prié pour les États-Unis pour intervenir et stopper la guerre qu'ils étaient en train de perdre. Bien sûr que Netanyahou va faire le maximum pour que les États-Unis, cette fois-ci, s'engagent. Mais il y a quand même le principe de réalité. Trump, c'est une chose. Les militaires américains, les chefs du Pentagone, savent quel est le rapport de force réel sur le terrain. Comme je le disais, bon, l'armée américaine n'est peut-être pas tout à fait une armée de papier, mais d'une certaine façon, une grande partie de ses capacités qui figurent sur le papier ne figurent plus dans la réalité des choses à l'heure actuelle. Et ça, ils le savent très bien. Donc, Netanyahou peut s'entêter comme il veut. Il ne peut pas inventer un monde qui n'existe pas. Et donc, même si Trump voulait se soumettre à ces pressions, manipulations et autres chantages, il n'y a pas que lui, il y a quand même tout l'establishment militaro-industriel américain, et en particulier les chefs du Pentagone et les officiers supérieurs de la marine américaine ou de l'aviation américaine qui savent très bien à quoi s'en tenir. Et je pense quand même qu'en dernière analyse, c'est eux qui vont peser. Je reste avec vous, professeur. Est-ce que finalement, tout à l'heure, hein, le Rafa Aboud parlait de ces pays du Golfe qui aujourd'hui sont tous contre l'idée d'une guerre dans la région. Finalement, l'enjeu principal pour ces pays semble être l'enjeu énergétique aujourd'hui. Alors, quand on sait que la plupart de ces pays sont de grands producteurs, par exemple, de pétrole, est-ce que finalement, ce n'est pas surtout cet intérêt économique que ces pays essayent de préserver et qui fait que, voilà, aujourd'hui, comme le disait Rafa Aboud, les États-Unis semblent se retrouver isolés dans ce conflit avec l'Iran? Oui, alors évidemment, il y a les intérêts économiques parce que ce sont des pays qui sont en train d'investir dans différentes branches de l'économie et plus seulement le pétrole. Et donc ça, il faut évidemment l'avoir en tête. Et puis, il y a le fait qu'ils ont découvert que le protecteur américain allait finalement d'échec en échec. Enfin, depuis la guerre d'Irak, qu'est-ce qu'ils ont gagné finalement dans la région? Ils ont finalement toujours apporté le chaos, oui, ça c'est clair, mais ils n'ont pas réussi à stabiliser la situation. Je pense par exemple que l'évolution de l'Arabie Saoudite est très intéressante puisque avant le 7 octobre, on parlait beaucoup de la normalisation et des accords d'Abraham et que l'Arabie Saoudite allait reconnaître l'entité basée à Tel Aviv, etc., etc. Mais finalement, aujourd'hui, on voit que c'est le contraire, c'est-à-dire que qu'elle le veuille ou non, l'Arabie Saoudite a été obligée de changer de discours et de s'adapter à une situation tout à fait autre. Et on voit aujourd'hui qu'il n'est plus du tout question de normaliser les relations et des accords d'Abraham, etc. Bon, alors comme je le disais, les Émirats arabes unis sont les seuls qui, quelque part, continuent à jouer cette carte, mais ils sont bien isolés. On vient de le voir d'ailleurs récemment au Yémen, enfin au Yémen du Sud en particulier, où ils ont perdu pied. Dans cette situation, je pense que justement le fait que les pays du Golfe et plus largement les pays de l'Asie occidentale, l'Irak, la Turquie et d'autres, se désengagent de l'appui américain montre qu'ils ont compris que leur intérêt n'était plus celui de Washington et que Washington n'était pas en état d'imposer ses conditions dans la région. Rafa Boud, Washington n'est pas en état d'imposer ses conditions dans la région. Les intérêts des pays du Golfe ne cadrent plus avec les ambitions de Washington. Est-ce que cela pourrait justement finalement expliquer cette incapacité de Washington à agir sur le terrain, puisque se retrouvant, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même dit tout à l'heure, isolé et abandonné pratiquement de tous? Qui avait poussé les États-Unis à envahir l'Irak, ils n'auraient jamais pu envahir l'Irak. Ils sont très puissants. Maintenant, on voit une certaine ouverture de l'Arabie Saoudite qui est le porte-drapeau de l'islam sunnite, qui est de 1,5 milliard de musulmans, c'est-à-dire
que l'Arabie Saoudite, il y a une certaine ouverture, il y a une certaine gestion qui est nouvelle en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, c'est des jeunes qui tiennent le pouvoir dans ces pays-là, contrairement à avant. Regardez l'Arabie Saoudite qui s'est mise contre les Émirats Arabes Unis qui étaient le rallié au Yémen pour arrêter la division du Yémen. L'Arabie Saoudite qui aide la Syrie, la nouvelle Syrie à se rétablir, par exemple. Donc, l'Arabie Saoudite a changé. L'Arabie Saoudite a une autre vision du monde avec Mohammed Ben Salman, qui est un jeune, qui a un autre regard du monde. Et puis, une guerre à leurs frontières ne les arrange pas. Parce que ces pays-là ont atteint une certaine notoriété économique, ils ont des programmes pour 2030, pour l'évolution de leur peuple. N'oublions pas que 80% des cadres en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe ont fait leurs études aux États-Unis. Donc, ils connaissent la culture états-unienne, ils savent ce que c'est. Donc, ils sont sortis de cette idée de guerre contre l'Iran, chiite, sunnite. Ça commence à se rétablir. Ils ont fait des accords avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie. Donc, ils voient que le travail de Poutine sur le multilatéralisme, on commence à voir les fruits de ce travail-là. C'est-à-dire, si les États-Unis ne le sentaient pas acculés vis-à-vis de la stratégie de Poutine et des pays du BRICS pour élaborer un multilatéral, un multipolaire, c'est-à-dire, là, c'est comme une bête blessée. Ce sont deux bêtes blessées. C'est l'État sioniste en Palestine qui voit ses dirigeants condamnés par le tribunal pénal international, dont on sanctionne les juges, ok? C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui sont isolés sur la scène internationale. Regardez, par exemple, nous, au Canada, ici, on est menacé par Trump. On est menacé parce qu'on a fait des accords avec la Chine. C'est-à-dire qu'il veut commander le Canada, mais avec notre premier ministre, là, Carney, qui lui répond. C'est-à-dire qu'il dit, il y a plus de règlement mondial. C'est-à-dire, lui, il dit que nous, on est libre, on est indépendant. Trump essaye de diviser le Canada en recevant des séparatistes de l'Alberta, qui est la plus grande réserve de pétrole canadienne. Il essaye d'imposer des taxes de 100%, c'est-à-dire qu'il commence à nous faire, à nous ici, le Canada, des sanctions. Donc là, on voit qu'il est isolé, carrément isolé. C'est Israël. Donc les pays du Golfe ne sont pas intéressés. La Turquie aussi. Tous ces pays-là ont tendance à évoluer, ainsi que nous, l'Algérie, qui gardons de très très bonnes relations avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, plus ou moins avec les États-Unis. Mais c'est-à-dire que ils sont isolés. S'ils vont vers une guerre, ils vont perdre idéologiquement et ils vont perdre militairement. Parce que l'Iran pourra les atteindre. Donc, les pays du Golfe ne veulent pas que les États-Unis utilisent leurs terres. Ils ne veulent pas aller vers une guerre avec l'Iran. C'est pas dans leur intérêt. Et ils l'ont compris. Je reste avec vous, Rafa Aboud. Est-ce que finalement, parce que c'est vrai, on entend bien, hein, nos téléspectateurs certainement comprennent bien également, mais est-ce que finalement, alors, si les États-Unis n'avaient pas l'intention de frapper l'Iran, et si bien sûr, au-delà du rapport de force qui semble exister aujourd'hui, est-ce que finalement le discours de Donald Trump ne s'aligne pas tout simplement alors avec son discours de campagne lors des précédentes élections? On se souvient quand même avec le fameux MAGA, Make America Great Again. Est-ce que finalement, au-delà des actions, des quelques actions plutôt surprises qu'il a eu à poser ces derniers mois, est-ce que derrière ces discours, il n'y a pas aussi beaucoup voilà, de positionnement, notamment en rapport avec la politique intérieure des États-Unis, en rapport avec l'opinion publique américaine? Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump qui aujourd'hui lui disent, nous, on n'a pas voté pour toi pour que tu fasses des guerres. Ça, c'est important. Et puis lui, il est en train, comme le Venezuela, par exemple, il a attaqué un pays pauvre, un pays à ses frontières, un pays faible. Il a kidnappé le président du Venezuela en disant aux Américains, regardez, moi j'ai réussi à atteindre le Venezuela.
Et en fin de compte, le Venezuela, c'est une défaite. Parce que les grosses compagnies pétrolières comme Exxon et Chevron, avec la réunion qui a été avec Donald Trump, ils lui ont expliqué que eux, ils pouvaient pas aller investir au Venezuela parce qu'à deux reprises, ils se sont retrouvés dehors. Deuxièmement, son mandat se termine bientôt, donc ils n'ont pas de sécurité. Et puis pour remettre en marche tout le pétrole du Venezuela pour arriver à 3 millions de barils jour, il faudrait une dizaine d'années. Et il faudrait refaire toutes les infrastructures. C'est pour ça qu'on n'en parle plus du Venezuela. Donc actuellement, Trump et les gens qui le conseillent sont en train de gesticuler, de dire oui, nous sommes la puissance, on va attaquer le Groenland, on va prendre le Canada, nous allons attaquer l'Iran et déstabiliser le régime en Iran. Et le monde entier le regarde comme un clown. C'est un clown, ce n'est pas un politicien. Tout le monde le voit. Regardez-nous, par exemple, avec l'affaire du Sahara occidental, avec le Polisario. Il dit oui sur un tweet, je donne le Polisario au Maroc, mais en réalité, ils n'ont rien pris le Maroc jusqu'à présent, malgré la reconnaissance d'un deuxième volet qui dit que on donne le fédéralisme, le contrôle du Sahara occidental par le Polisario sous l'égide du Maroc, mais rien ne s'est passé. C'est-à-dire que il va pas au fond de ces gestes. Il n'a pas de stratégie. La seule stratégie qu'il a, c'est une stratégie de joueur de poker. C'est-à-dire, je viens, je menace. Si je vois que l'adversaire est dur, je me retire. J'essaie de trouver un échappatoire. Un échappatoire qu'il a trouvé par rapport à l'Iran, il a dit oui, mais non, on peut pas déstabiliser l'Iran parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Je n'ai pas confiance en le fils du roi Pahlavi parce que lui, il n'a jamais vécu en Iran, il n'est pas sur le terrain en Iran. Est-ce qu'il va placer les Moudjahidines de Khalq qui sont des terroristes? Est-ce qu'il va installer des Kurdes? C'est-à-dire, il essaie de trouver des portes de sortie. Il s'est mis dans un labyrinthe et il ne trouve pas de sortie. Et Netanyahou, qui est condamné par le tribunal pénal international et qui est en train, que la justice israélienne attend pour juger, et qui n'a pas pu maîtriser le Hamas à Gaza, qui n'a pas pu maîtriser le Hezbollah au Liban, ni les Houthis, c'est-à-dire ils sont en perte de vitesse. C'est eux qui sont isolés. Et lui, il veut montrer à ce... Mais le peuple ne marche pas avec lui. Les Américains en ont marre des guerres. Maintenant, il y a des mouvements séparatistes à l'intérieur des États-Unis. C'est ça son problème. Mais là, il a tout mélangé. Et je pense qu'il est dans un labyrinthe et ça va très, très, très difficile pour lui de s'en sortir. D'accord, un labyrinthe duquel il sera très difficile pour Donald Trump de s'en sortir. Professeur Dosky, est-ce que finalement Donald Trump ne serait pas aujourd'hui essentiellement dans une logique on va dire, d'instrumentalisation politique dans justement sa démarche lorsqu'il procède à des menaces, lorsqu'il procède à des intimidations? Est-ce que finalement aujourd'hui ce n'est pas qu'une instrumentalisation politique de sa part? Alors quand on sait que voilà, le mandat approche à sa fin et que peut-être il faudrait préparer la voie à un potentiel successeur dans son cas. Oui, évidemment. Le problème, c'est que pour avoir des succès à l'extérieur, il faut pouvoir les montrer à son peuple. Or, évidemment, si une frégate américaine se fait couler par la marine iranienne, il est sûr de perdre les élections de midterms. Et on peut multiplier ce type d'exemple. Donc, faire des rodomondades à l'extérieur, c'est une chose, mais ensuite, il faut présenter à son peuple des résultats tangibles. Or, on n'en voit pas le début du processus. Et donc, effectivement, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'une grande partie de la politique étrangère décidée à la Maison-Blanche provient du souci de se montrer victorieux, plein de succès auprès de son opinion publique, et en particulier d'avoir, bon, comme il avait promis, le pétrole du Venezuela et que sais-je encore, mais les Américains n'en voient pas la couleur. Et donc, je pense qu'il est dans une situation aujourd'hui assez dramatique, qui d'ailleurs reflète les contradictions internes de la société américaine, puisque quelque part, Trump n'est pas tombé du ciel, il est le produit d'un système et de ses contradictions, et c'est ces contradictions qui l'ont amené à la Maison-Blanche. Seulement, c'est facile de promettre de faire l'Amérique great again, hein, le MAGA, dans les
cérémonies, si je peux dire, électorales. En revanche, les États-Unis n'ont plus les moyens d'être la grande puissance qu'ils ont été et qui est sur le déclin qui a commencé bien avant Trump, mais qui ne fait que se poursuivre. Et donc dans cette situation-là, je pense que l'équilibre des forces à la Maison-Blanche et la position de Trump risque de dégénérer assez rapidement, puisqu'on va bientôt avoir le verdict, si je peux dire, des élections de midterm. On a déjà vu ce qui se passe à Minneapolis et dans d'autres villes des États-Unis. On voit quand même une levée de boucliers, non pas seulement de l'opposition, enfin dite libérale ou démocrate, mais même à l'intérieur même du camp républicain, les déceptions sont très importantes. Donc je ne vois pas trop quel bilan de victoire pourrait apporter Trump. Il a besoin aujourd'hui qu'on lui sauve la face. Et celui qui lui sauvera la face aura, si je peux dire, sa reconnaissance. Alors la question, c'est de savoir qui peut avoir intérêt à sauver la face de Trump sur la scène internationale. Oui, professeur, je reste avec vous. Tout à l'heure, Rafa Aboud parlait justement de ces Iraniens qui sont très diplomatiques et qui pourraient voilà, choisir de sauver la face aux États-Unis à travers peut-être un accord. Est-ce que vous pensez que justement cela pourrait venir de l'Iran? Je pense que les Iraniens, et pas seulement eux, les Chinois aussi, ont un certain nombre d'atouts et en plus une longue tradition justement diplomatique pour essayer d'arriver à sauver la face d'un adversaire, euh, disons, en voie d'affaiblissement. La question, c'est évidemment qu'est-ce qu'ils peuvent offrir dans des États-Unis qui sont quand même dans une crise sociale, économique, morale, j'ai envie de dire civilisationnelle profonde, et qui, je veux dire, essaient de montrer des muscles au Groenland, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, à Taïwan, et j'en passe, et au Venezuela, mais qui finalement ne font que multiplier leurs ennemis. Donc il va sans doute y avoir en face, et je pense que l'Iran peut jouer ce rôle de sauveur, entre guillemets, des États-Unis, sous condition, ce qui réglerait d'ailleurs beaucoup de problèmes, parce que, comme il a été dit, le problème c'est quand même largement au Moyen-Orient, ce qui est autour de l'entité de Tel Aviv, si les États-Unis peuvent se retirer de cette région, et affaiblir en l'occurrence le fauteur de guerre dans la région, hein, parce que depuis 1948, c'est quand même bien de là que viennent toutes les guerres qui se sont succédées au Moyen-Orient, et donc ça serait un effet positif. Je pense que l'Iran est conscient de ces questions. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut offrir aux États-Unis et quel rapport de force on aura à la Maison-Blanche. Je ne sais pas, Netanyahou est à Washington. On verra s'il pourra encore essayer de jouer sur son lobby à Washington ou si ce lobby est définitivement en voie d'extinction. Rafa Aboud, euh, que reste-t-il finalement hein, de la crédibilité de Washington, de l'image de force, de puissance de Washington dans le contexte actuel et qui finalement pour sortir Washington ou alors Donald Trump de ce labyrinthe, passez-moi l'expression, dans lequel il se trouve aujourd'hui? Vous savez, comme a dit le professeur Dreski, c'est le déclin des États-Unis ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire il a commencé déjà, ça fait longtemps. Donc Trump a hérité d'une Amérique en perte de vitesse, carrément. Il essaye, genre, de rebâtir les États-Unis, mais avec une fausse stratégie, c'est-à-dire avec la force qu'il n'utilise pas en fin de compte. Donc moi je pense, d'après moi, que ces négociations qui sont en train de se faire entre l'Iran et les États-Unis, ce n'est pas des négociations juste entre l'Iran et les États-Unis. Tout le monde va profiter de ce imbroglio là qui se passe pour mettre ses cartes, que ce soit la Turquie, la Chine, la Russie, les pays du Golfe, et essayer de rétablir un droit international pour sauver la face de tout le monde. C'est-à-dire, on va s'asseoir, on va régler ce problème, mais on va pas régler seulement ce problème de l'Iran parce que le problème est mondial.
Et lui, par exemple, il veut carrément effacer les Nations Unies. Il a créé le groupe de la paix, son groupe de la paix à lui. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Là, comme je vous ai dit, il est dans un labyrinthe. Ils vont essayer de l'aider de sortir, pour sortir de ce labyrinthe, ou le laisser à l'intérieur. Mais tout le monde va profiter de ce mauvais pas qui a été élaboré par Netanyahou, on se rappelle qu'il a traîné déjà vers le bombardement de l'Iran la dernière fois, et puis il s'est retiré vite fait parce qu'il a su son erreur. Maintenant, il va vers une deuxième erreur, et je pense que quand il a vu qu'il est isolé sur la scène internationale par rapport aux Européens, par rapport aux Canadiens, par rapport à tous les pays, ses alliés déjà, plus les pays du Golfe, il n'a pas le choix que de s'asseoir à une table avec tout le monde et trouver une solution qui va arranger tous les problèmes qu'il a créés autour de lui. Pourquoi nous voyons par exemple que les États-Unis peuvent négocier avec l'Iran, que refuse Netanyahou? Si vous voyez le gouvernement de l'entité sioniste en Palestine, il ne négocie avec personne. Est-ce que vous avez vu, vous, un jour, l'État sioniste négocier avec quelqu'un? Personne ne négocie avec lui. Les États-Unis, si. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont mettre le poids des États-Unis au même poids qu'Israël ou non? C'est ça la question qui se pose. Maintenant, avec l'Amérique du Sud, l'Europe, tous les conflits qu'il a créés autour de lui, ici, comme j'ai dit, isolé. Et c'est là que les pays comme la Turquie, comme la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, disons le BRICS, ou les pays qui ont opté pour le multilatéralisme, vont jouer leur carte. Dire, OK, et peut-être qu'ils vont trouver, comme l'Iran a toujours accepté que son uranium enrichi soit en Russie, par exemple, il a donné toutes les garanties qu'il n'est pas en train de fabriquer une bombe atomique. Il a donné toutes les garanties, mais c'est Israël qui dit non, il faut détruire cet État. Avant, il y avait aussi les pays sunnites qui voulaient détruire l'État, mais maintenant ils ont compris que c'était une erreur, parce que c'est toutes les frontières autour qui vont sauter. Et avec tous les groupes qu'il y a dedans, ça va être une guerre civile qui va déflagrer surtout le Moyen-Orient, surtout une guerre religieuse. Donc, ils font très, très attention. Et je pense que c'est ça qu'ils vont lui mettre sur la table. Ça va pas être une négociation entre l'Iran et les États-Unis, mais ils vont l'attraper par la main qui fait mal. C'est-à-dire, tu es dans un labyrinthe, où tu veux sortir, où tu veux t'engouffrer. C'est à toi de choisir. D'accord. Rafa Boud, avant de prendre bien sûr le professeur Daski pour sortir voilà, de cette séquence de réflexion, nous allons prendre ce dernier axe de réflexion. Ces dernières années, quand même, on a noté plusieurs crises qui ont illustré une certaine retenue militaire américaine relative face à des puissances régionales souvent capables, on va le dire, de générer des coûts asymétriques plus ou moins élevés. Est-ce que cette séquence, finalement, aujourd'hui, révèle une transformation plus large, c'est-à-dire celle d'une puissance américaine contrainte finalement par de nouveaux équilibres stratégiques sur le plan mondial? Si on voit le comportement des États-Unis aujourd'hui, on n'a pas le choix de voir une Amérique en déclin, une Amérique isolée, une Amérique qui est en conflit avec beaucoup de monde. Donc, on le voit, c'est-à-dire c'est à vue d'œil. Donc, c'est sûr que ils vont pas sortir la tête basse. Ils vont trouver une solution avec tous ces pays-là. Il faut tenir en compte l'effondrement de la communauté internationale. Il faut tenir en compte les guerres qui se passent en Ukraine, en Chine avec Taïwan, toute cette guerre que les États-Unis ont provoquée, c'est-à-dire les peuples, son peuple à lui aux États-Unis, les gens en ont marre. Les peuples européens aujourd'hui, ou disons les peuples des pays occidentaux, se sont réveillés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un coma profond. Aujourd'hui, avec l'affaire de la Palestine, tout le monde a vu la réalité en face. C'était quoi l'État israélien? C'était quoi les États-Unis? C'était quoi? C'est-à-dire que même eux, ils sont touchés dans leur économie. Le peuple, la pauvreté a atteint tous les pays du monde. Il n'y a pas que les pays du tiers-monde. Les peuples dans les pays occidentaux aujourd'hui vivent au même stade que les pays tiers-mondistes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à leur fin de mois, le travail, il n'y en a pas, le chômage, la politique, la mauvaise gestion. Donc, il y a un réveil. Et c'est ça qui va sauver les pays.
C'est-à-dire, c'est les nations, c'est les peuples de ces nations occidentales qui ont une certaine éducation, qui ont une certaine avancée technologique, scientifique, une compréhension des choses, qui commencent à se réveiller. Avec l'Internet, on entend beaucoup de gens, on entend beaucoup de spécialistes, beaucoup de jeunes dans les pays occidentaux qui se réveillent, qui disent on en a marre des guerres. Ça, c'est un facteur avec lequel il faut compter. Donc c'est pour ça que je dis, moi, je pense que cette affaire de l'Iran, ça va être une bonne porte de sortie si tout le monde sait comment manœuvrer avec les États-Unis et la s'agir. C'est-à-dire comme un petit bébé, assis-toi mon petit, on va te donner un jus d'orange et tu restes tranquille, tu sors par cette porte, sinon tu es fini. C'est tout, parce qu'il a des problèmes partout. Il n'y a pas qu'en Iran. Même en Algérie, il dit on va mettre des sanctions contre l'Algérie parce qu'ils achètent des avions de la Russie. Mais c'est-à-dire que c'est allé trop loin. Et il est allé tellement loin parce qu'il a été manipulé par Netanyahou qu'il n'arrive plus à retourner en arrière. Alors ils vont lui présenter, parce que les États-Unis, c'est l'équilibre du monde aussi. Hein. N'oublions pas que c'est le dollar américain qui domine tout le commerce international et l'économie internationale. On ne peut pas laisser l'Amérique s'effondrer comme ça, parce que c'est tout le système mondial qui s'effondrera. Donc, il faut savoir comment faire une chimiothérapie de ce cancer et essayer de le soigner avec cette affaire de l'Iran. Je pense que c'est la meilleure solution. Professeur Dresky, nous allons en sortir de cette séquence de réflexion avec vous. Sommes-nous finalement face à une puissance américaine voilà, contrainte par de nouveaux équilibres stratégiques? Sommes-nous en présence notamment d'une recomposition géopolitique qui finalement contraint Washington à se limiter aujourd'hui à des menaces sans action concrète sur le terrain? Oui, je pense qu'on est dans une situation qui est tout à fait paradoxale, puisqu'on a des États-Unis qui sont affaiblis et d'un autre côté des États-Unis qui ont multiplié le nombre de leurs ennemis au point d'arriver à se quereller avec le Danemark ou le Canada, qui étaient des alliés de longue date. Donc on est vraiment dans une situation totalement paradoxale qui montre la crise de ce système. Mais comme le cas dans l'histoire, les empires en décadence passent d'abord par une période de fuite en avant jusqu'au moment où le principe de réalité prend le dessus. Et donc, effectivement, la crise autour de l'Iran, mais et la crise autour de l'Iran, ça veut dire la crise, la guerre en Palestine, le Liban, le Yémen et toutes les autres tensions dans la région, elle peut justement servir être salutaire en ce sens qu'elle va imposer ce principe de réalité à la grande puissance mondiale qui ne voulait pas comprendre que le monde a changé et que le monde multipolaire rêvé en 1991 à la chute de l'URSS était un rêve inaccessible. Donc maintenant, je pense que ce principe de réalité va pouvoir, grâce peut-être à cette crise, prendre le dessus et qu'on pourra reconstruire, disons, une communauté internationale au sens réel du terme et non pas dans le sens falsifié qu'on a utilisé au cours des années précédentes, une véritable communauté internationale de pays qui n'ont pas d'autre solution que de s'entendre et de se lancer dans des cours mutuellement avant. Ce à quoi, évidemment, les États-Unis n'étaient pas habitués. Mais il faudra bien habituer. D'accord, merci à vous, professeur Bruno Dresky. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, politologue, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales et vous étiez avec nous depuis Paris dans le cadre de ce grand débat international sur Afrique internationale. Merci également à Rafa Aboud qui nous a accompagnés à travers ses analyses durant cet échange, durant cette réflexion. Je rappelle, Rafa Aboud, vous êtes analyste politique, spécialiste du monde arabe et vous étiez avec nous depuis Montréal, c'est au Canada. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir pris part à cette séquence de réflexion. Mais merci également à nos téléspectateurs, à vous très chers spectateurs, merci d'avoir suivi cette séquence de réflexion de bout en bout. N'oubliez pas, le débat se poursuit bien sûr parce que comprendre la géopolitique contemporaine, c'est bien sûr dépasser les réflexes de lecture binaire de la puissance. À demain pour une autre séquence de réflexion avec une autre thématique et portez-vous bien. Bonsoir. C'était un plaisir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup.